soir, coup de théâtre au procès des anciens gendarmes dans l'affaire des Irlandais de Vincennes. Tout le monde était persuadé que l'ancien chef du GIGN, Paul Baril, allait jouer les Arlésiennes. Tout le monde s'est trompé. Le capitaine Baril est apparu en personne, mais pour se défendre, bec et ongles. Clément Vaillerenal. Rarement, simple témoin n'aura autant fait figure d'accusé. Pendant près de 2 heures, le tribunal interroge le capitaine Baril pour connaître sa version des faits. C'est Paul Baril, chef du GIGN à l'époque, qui avait entièrement mené l'opération contre les Irlandais à Vincennes, une opération entachée de nombreuses irrégularités. Je suis un homme de terrain, a expliqué Paul Baril. Moi, je devais arrêter les terroristes. S'il y a eu des irrégularités, elles ne sont pas de mon fait. Reste l'accusation la plus grave, celle d'avoir truqué l'enquête et d'avoir apporté les explosifs dans l'appartement. C'est ma parole, dit Paul Baril, contre celle d'informateurs douteux. Bref, le capitaine Baril ne regrette rien. À l'époque, Beau était commandant, il est parti en retraite comme colonel. Proutot était commandant, il est colonel et préfet. Baril était capitaine, il est resté capitaine. Mais moi, j'ai pas fait de dépression et moi, je reste un homme libre. Pour sa défense, le capitaine Baril cite pêle-mêle ses contacts de l'époque, les ministres Ernu, Franceschi, Defer. Comme c'est pratique, s'exclame la défense, ils ne sont plus là pour vous démentir. L'ancien chef du GIGN, visiblement satisfait de son coup de théâtre, est reparti la conscience tranquille en déclarant « Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas ». Philippe Marchand et Roland Dumas sont formels. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères affirme qu'Abdelmoumen Diouri était en contact avec des groupes islamistes voulant déstabiliser le Maghreb. Et aux yeux du gouvernement, son attitude portait atteinte aux intérêts de la France. Démenti ce soir du côté de la famille Diouri et de la part de son avocat. Reste qu'on se pose bien sûr des questions sur la personnalité de Moumen Diouri, écrivain, homme d'affaires et conseiller. Après les déclarations du chef de l'État et du gouvernement, la famille tient à donner sa version des faits. Reportage Caroline Sins, Béatrice Nivois et Joseph Tual. Selon Philippe Marchand, Moumen Diouri a contacté des puissances étrangères comme la Libye et l'Irak. Mon père n'est jamais allé en Irak et encore moins pendant la guerre du Golfe. La dernière fois qu'il est allé en Libye, c'était en 1978 et c'était pour aider le gouvernement français pour la construction d'hôpitaux qui aujourd'hui ont été réalisés. Le ministre de l'Intérieur déclare que Moumen Diouri fréquentait des groupes fondamentalistes et des extrémistes palestiniens. Certaines réunions avaient lieu en France. Cela signifierait que M. Marchand connaît des groupes en France qui veulent déstabiliser le Maghreb, qu'il les laisse travailler et qu'il expulse un individu pour avoir eu des contacts avec les responsables de ces groupes, alors que ces responsables circulent tranquillement en France. Autre affirmation, Moumen Diouri vit dans un 250 m² à Neuilly, rémunère 2 employés de maison et possède des propriétés à l'étranger. Mon père n'a pas de biens immobiliers à l'étranger. Il a eu des biens en Espagne, une propriété en Espagne qui lui a été confisquée due aux difficultés financières. Quant à l'appartement, il est en location à la Caisse des dépôts et consignations. Quant aux domestiques, nous les avons eus pendant 1 an. Quant à ses revenus, selon la famille, Moumen Diouri est conseiller financier indépendant. Il traite 80% de ses affaires avec des sociétés françaises, par exemple le groupe Dumez. Le ministre rappelle que le tribunal correctionnel de Nanterre l'a condamné en 1988. Il a été condamné pour défaut de déclaration, car il n'avait plus être touché par les services fiscaux. Son successeurs dans le logement lui ont pas fait suivre son courrier. Dernière déclaration de Philippe Marchand, Moumen Diouri peut quitter le Gabon quand il veut pour la destination de son choix. Ce matin, lorsque j'ai eu l'hôtelier, je lui ai posé 2 questions. Il dit, est-ce que M. Diouri est toujours gardé? Il m'a dit oui. Deuxième question, où est M. Diouri? Il m'a dit qu'il était parti au palais présidentiel. J'ai dit, est-ce qu'il y est allé seul? Il m'a dit non, avec ses gardiens. Je lui ai dit alors, il n'est pas libre. Embarrassé, l'hôtelier m'a dit non, non, nous pensons que c'est pour sa protection. L'accalmie à Narbonne n'aura pas duré bien longtemps. Les fils de harkis ont dressé à nouveau des barricades à l'entrée de la cité des Oliviers et ils sont imités par d'autres jeunes dans les Bouches-du-Rhône. À plusieurs reprises aujourd'hui, des fils de harkis ont en effet bloqué des routes et empêché la circulation, notamment près d'Aix-en-Provence. Mais il n'y a pas eu d'incident avec les forces de l'ordre. Didier Auriac.
Comme une traînée de poudre après ceux de Narbonne, c'est en effet les fils de harkis de Jouques dans les Bouches-du-Rhône qui ont décidé de passer à l'action la nuit dernière en enflammant des pneus et des voitures et en dressant une véritable barricade à l'entrée de leur commune. Les harkis voulaient ainsi marquer leur solidarité avec les jeunes de Narbonne, des jeunes dont ils partagent la colère. Nous sommes parqués dans des réserves indiennes, comme on dit, comme l'a bien dit le ministre, M. Benassayag. C'est des réserves indiennes. 30 ans après, ça existe encore. C'est honteux. C'est honteux de la part des autorités. C'est honteux. Aujourd'hui, les manifestants se sont relayés pour bloquer l'entrée du village. Ils réclament de meilleures conditions de vie. Selon eux, les 4/5 des 800 harkis vivant à Jouques sont au chômage. Une situation très mal vécue, aussi bien par les jeunes que par les anciens. On ne veut pas de nous. On est là, on n'est pas rentable, on n'est plus rentable, on est la honte de la France. On ne veut pas de nous. Moi, j'ai travaillé 8 heures à l'armée française. J'étais appelé, j'étais harki, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mon pays, j'ai perdu toute la famille, et je suis ici comme un chien. Cet après-midi, le sous-préfet d'Aix-en-Provence s'est rendu sur place pour annoncer la tenue d'une réunion jeudi à Marseille, une réunion destinée à examiner les besoins des familles en matière de logement. Lionel Jospin introduit les modules d'enseignement au lycée. Ne soyez pas effrayés pour autant, le mot est savant, mais la réforme est limpide. Le ministre de l'Éducation, contrairement à ce que dessine BAP, veut simplifier la vie et le choix des lycéens. 3 séries au lieu de 8 pour le bac général, des horaires allégés et surtout du soutien. C'est une réforme importante qui sera appliquée dès la rentrée 92 en classe de seconde pour aboutir en 94. Explication de Bertrand Edel. Première conséquence de la réforme pédagogique des lycées, la réduction du nombre de séries du baccalauréat. Dès 94, les élèves n'auront plus le choix qu'entre 3 types de bacs généraux, littéraire, économique et social ou scientifique. Mesure identique pour le bac technologique qui passe de 19 à 3 séries. Les enseignements seront constitués de matières dominantes et de matières complémentaires, toutes obligatoires. Autre nouveauté de la réforme Jospin, la mise en place de modules. 3 heures par semaine en seconde et première, obligatoires et sans choix possible. 2 heures en terminale, au choix de l'élève. Enfin, dernière mesure, la création d'options. Obligatoires en seconde, elles seront facultatives dès la première. Dans les faits, cette réforme des lycées affiche un double objectif, donner à l'élève plus de responsabilités dans le choix de son parcours scolaire, mais aussi lui ouvrir des passerelles, le mot est signé Lionel Jospin, qui permettront une meilleure circulation de l'élève entre l'enseignement technique et général en cas d'erreur d'orientation. Décoller sans crainte demain, le trafic d'Air Inter sera à nouveau normal. La grève des pilotes et des mécaniciens est terminée, mais celle des cheminots marseillais se poursuit. L'effort est payant, le déficit de la sécurité sociale va baisser en 91 grâce à la nouvelle contribution des Français et on parle même d'un excédent en 92, enfin. Plus 3,6 milliards de francs, ce sont les prévisions de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Alors comment passer d'un déficit important à l'équilibre? Relèvement des cotisations et CSG, ce sont en partie les réponses du gouvernement. Agnès Molinier. Pourrez-vous bientôt faire rembourser vos dépenses de santé sans arrière-pensée? Oui, selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, le trou de la Sécu ne sera plus en 1992 qu'un mauvais souvenir. Cette année, le régime général devrait être en déficit de 13 milliards, mais l'an prochain, il devrait être excédentaire de 3,6 milliards. Pourtant, pas de miracle. L'équilibre retrouvé n'est dû qu'à 2 mesures décidées récemment par le gouvernement. D'abord, l'augmentation de 0,9% des cotisations sociales des salariés. Elle rapportera 31 milliards sur 2 ans. Plus modeste, le plan d'économie envisagé. Il devrait lui permettre de trouver 9 milliards. Ce plan, que le gouvernement n'a pas encore complètement bouclé, prévoit notamment de ne plus rembourser certains médicaments ou encore d'augmenter le forfait hospitalier. Il passerait de 33,50 francs à 50 francs. Sans ces mesures, le déficit pour 91 serait de 23 milliards, mais elles ne règlent pas le problème de la branche vieillesse, toujours fortement déficitaire. Ça, c'est l'affaire du livre blanc sur les retraites. Un comité des sages nommé récemment commence demain ses entretiens avec les partenaires sociaux. Michel Charasse s'est encore fait remarquer, cette fois à Bruxelles. Le ministre du Budget a poussé un coup de colère, j'allais dire autre chose, c'est contagieux, parce que ses collègues européens étaient en retard, non mais... On a du mal à le comprendre en entendant Michel Charasse, mais la réunion était très sérieuse. La TVA en Europe, on a encore plus de mal à le croire. Les 12 sont tombés d'accord, malgré les éclats de voix. Reportage Luxembourg, François Poulet-Matisse.
On va pas se déjeuner. Moi, je bouffe pas 3 heures. Monsieur le ministre, pas quand que le directeur du SLF... Rien du tout. Non. On n'y va pas. Michel Charasse, peu habitué des rendez-vous de Luxembourg, n'a pas manqué hier son entrée médiatique. Vous leur dites que s'il y a au quart, on n'est pas passé à table, je m'en vais. C'est clair. Mauvaise humeur, remise en cause de surcroît de tous les acquis, de plus de 10 réunions de négociation. Le coup de sang du ministre français a, de l'avis de plusieurs délégations, retardé de plusieurs heures un compromis qui paraissait proche. Les Danois et les Anglais en ont profité pour remettre en cause des points jusqu'ici acquis. Bref, c'est seulement à 10 h du soir que les 12 ont bouclé cet accord historique, considéré comme l'un des plus difficiles sur la voie du grand marché unique de 93. Le 1er janvier de cette année-là, la communauté n'aura plus qu'un seul taux de référence pour la TVA, 15%, et un taux réduit de 5%. Ainsi, avec 6 mois d'avance sur le calendrier, cet accord pourrait permettre de faciliter la marche vers l'union économique et monétaire. En Algérie, les affrontements ont repris entre islamistes et forces de l'ordre. Ils ont été meurtriers. Anne Dissès de RFI nous appelle d'Alger. Tout a commencé la nuit dernière, lorsque militaires et gendarmes sont venus décrocher tous les emblèmes religieux que les élus du Front islamique du Salut avaient posés au-dessus des édifices publics en remplacement de la formule « par le peuple, pour le peuple ». Pas d'Algérie parallèle, avait déjà dit le président Chadli il y a 4 mois, sans être entendu. Hier, c'est l'armée qui s'est déplacée pour les retirer dans un certain climat d'hostilité. Devant de nombreuses mairies, des rassemblements ont eu lieu malgré le couvre-feu. Et à Bab el-Oued, des jeunes sont restés toute la journée face aux policiers à lancer des pierres et à recevoir des grenades lacrymogènes, sous les encouragements des femmes au balcon. Le vieux quartier populaire d'Alger était en fin d'après-midi hérissé de barricades. Mais l'atmosphère s'est brusquement tendue vers 17h30, lorsqu'un communiqué des autorités militaires est venu confirmer la rumeur qui courait à Alger depuis le début de l'après-midi. Les affrontements de cette nuit ont provoqué 1 mort et 12 blessés à Borj el-Kifan, petite ville proche d'Alger en bord de mer, sans préciser s'il s'agissait de manifestants ou de policiers. Le dispositif de chars s'est déplacé tout l'après-midi vers Bab el-Oued, où pourraient avoir lieu dans la soirée des affrontements assez sérieux. Anne Dissès, Alger, FR3. La Yougoslavie existe-t-elle encore? La Croatie vient de proclamer son indépendance. La Slovénie s'apprête à limiter. Le risque de guerre civile est plus aigu que jamais. En fait, les deux républiques parlent de dissociation. Elles seraient prêtes à former avec les autres républiques yougoslaves une communauté d'États souverains. Mais rien ne paraît plus difficile au vu des tensions entre les différentes communautés. Le vote d'indépendance a lieu en ce moment même. Memona Interman. La Croatie est souveraine, déclare le président du Parlement. Un instant historique, voici le vote. À l'unanimité, il y a 1 heure, la déclaration solennelle d'indépendance sera faite à 20 h. L'autre république du Nord, la Slovénie, fera de même dans la soirée. Les droits des Serbes seront garantis. La décision d'indépendance, qu'on appelle ici dissociation, entre en vigueur dès maintenant. Un moment d'émotion, de larmes aussi. Voici l'hymne de la nation croate. L'instant d'une nouvelle convulsion d'un vieux continent bien incertain. Les autorités yougoslaves devront demander la permission explicite de la Croatie pour agir sur son territoire. Les députés fédéraux seront rappelés. Ainsi donc, rien n'a pu dissuader les nationalistes, ni les risques d'une guerre civile et d'intervention de l'armée, ni les États-Unis ou la communauté européenne qui ont bien prévenu, pas de reconnaissance internationale. Mais la France, je cite Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères, respectera à la fin du compte la volonté des peuples eux-mêmes. Demain, la Croatie et la Slovénie fêteront leur premier jour d'indépendance. Ils ont laissé la porte ouverte, ils l'ont promis, leur association à un nouvel ensemble yougoslave démocratique, un peu comme la Suisse, est toujours possible. Maintenant, tout peut arriver pour une question de drapeau. La Tchécoslovaquie, de son côté, a oublié pour un temps ce problème des nationalités pour fêter un événement considérable, le départ du dernier soldat soviétique, et pour le fêter à sa manière, en musique. C'était hier à Prague, et Prague était bien sûr en liesse 1 an et demi et à peine après la révolution de velours, image symbole du dernier général soviétique quittant la Tchécoslovaquie à bord d'un hélicoptère. Pascal Verdeau. Milovice, à 60 km de Prague, ex-ville de garnison de l'armée rouge. Scellé sur les portes des anciens locataires, les familles d'officiers sont parties il y a quelques semaines, le quartier est désert. La petite ville occupée par les Autrichiens au début du siècle, puis par la Wehrmacht en 40, retient son souffle. Ici, tous les commerces vivaient grâce à la générosité du grand frère. Dernier achat au supermarché, pour ces soldats, le retour au pays est synonyme de pénurie, mais sur les nouveaux rapports entre les peuples,
prudence et langue de bois. La Tchécoslovaquie, c'est la Tchécoslovaquie. Et l'URSS, c'est l'URSS. Côté hiérarchie, on n'hésite pas à donner des interviews. Je ne pars ni en vainqueur ni en vaincu, déclare le commandant de Milovice, mais comme un homme qui a accompli son devoir. Feu d'artifice pour les Pragois, qui fêtaient hier soir la fin de l'occupation soviétique. Une page d'histoire saluée par l'ancien dissident Václav Havel. Retour aux sources de la résistance, le rock, longtemps réprimé par le régime communiste. Et dans les airs, léger comme le souffle de la liberté, le départ du dernier hélicoptère soviétique. Xavier Curté, l'incendiaire de Belfort, a toujours la même attitude devant ses juges. Il joue, si j'ose dire, l'amnésie et affirme ne pas se souvenir. Jamais Xavier Curté n'a expliqué les raisons de son geste face aux familles des 15 victimes mortes dans l'incendie. Une journée à nouveau très tendue aux assises de Vesoul. Compte rendu d'audience, Albert Ipamanti. Je me souviens plus. Sanglé dans son gilet pare-balles, Xavier Curté se cabre, se raidit dès qu'on l'interroge sur la tragique nuit du 8 mars 1989. Il reconnaît avoir enflammé le local à poubelle, mais sur ses motivations, rien. Et pourtant, le président Paris s'évertue à lui arracher quelques explications, ponctuant chacune de ses questions par « Vous me comprenez, Curté, vous me comprenez bien ». L'accusé acquiesce de la tête, sincère ou simulateur, il bafouille immuablement ces mots « je me souviens plus ». Et curieusement, ces trous de mémoire, cette amnésie, frappent aussi ses proches, ses amis, ceux qui ont passé la soirée avec lui. Tous, sauf un, son frère, son jumeau Olivier. C'est lui qui, le lendemain du drame, a recueilli les confidences, les aveux de Xavier. « J'ai fait, lui a-t-il dit, une connerie, ce sera marqué dans le journal. » 2 jours d'audience et on ne sait toujours pas pourquoi Xavier Curté a décidé de mettre le feu. Il est probable qu'on ne le saura jamais, mais le sait-il lui-même? Pascal Justice résume les autres événements couverts en France par nos 25 rédactions régionales. Le corps de la petite Aurélie, 3 ans et demi, qui avait disparu hier à Seclin dans le Nord, a été retrouvé couvert de coups dans un égout à 400 mètres de son domicile. Sa mère, 22 ans, et son concubin, 19, ont avoué l'avoir tué. Cela a dû se passer vendredi dernier, puisque samedi, un ami hébergé par le couple a vu le corps de la petite fille dans l'appartement. Tous 3 sont entendus par la police. Un attentat et 2 tentatives ont eu lieu cette nuit en Corse, mais n'ont pas été revendiquées. Une ancienne vedette des douanes a explosé dans le vieux port de Bastia. Les 2 tentatives qui ont échoué visaient la base aéronavale d'Aspreto près d'Ajaccio et l'établissement régional du matériel militaire de Corté. 6 Italiens ont été arrêtés hier à Gênes dans le cadre d'une opération franco-italienne contre la mafia des casinos. Le gang projetait de construire ou acheter des casinos et des centres touristiques sur la Côte d'Azur pour blanchir de l'argent sale. Sergio Corté et ici Giovanni Tagliamento, proche de Michele Zaza, le parrain sous les verrous à Marseille, étaient les 2 têtes pensantes du gang. Christa a tout juste 15 jours. Pourtant, elle a fait hier le trajet de Roumanie à Colmar en Alsace. Elle est atteinte d'une tuméfaction au niveau de la colonne vertébrale qui pourrait la tuer. Seule une intervention chirurgicale, impossible en Roumanie, pouvait la sauver. Une amie de la famille en France a organisé sa venue. Christa sera bientôt opérée à Colmar. Restons précisément dans cette rubrique médicale avec une première en France, à Nice, avec l'utilisation du cyclotron pour le traitement de tumeurs oculaires. Un traitement qui a déjà été testé aux États-Unis, en Suisse ou en Grande-Bretagne, et les résultats sont impressionnants. 95% de réussite. De Nice, François Guillaume. C'est ici, au centre Lacassagne, à Nice, que pour la première fois en France, 2 malades porteurs de tumeurs aux yeux ont été soignés cette semaine grâce au cyclotron biomédical. Le cyclotron, c'est cet accélérateur de particules. Son rôle est de bombarder la tumeur de protons pour la détruire, et cela sans danger aucun pour les tissus sains. Le proton pénètre dans la partie malade de l'œil à une vitesse de 100 000 km/s, soit 1/3 de la vitesse de la lumière. Selon les spécialistes, la tumeur est détruite dans 9 cas sur 10. Les 2 malades soignés au centre Lacassagne ont subi chacun 4 séances de 30 secondes de ce traitement baptisé prontothérapie.
Les médecins se prononceront sur leur guérison dans quelques temps, l'effet généré par les protons n'étant pas immédiat. Ce cyclotron aura bientôt une petite sœur qui sera installée à Orsay, dans la région parisienne. Les Pink Floyd reviennent à Marseille 20 ans après, du moins leur musique, qui fait toujours planer, mais aussi danser grâce à Roland Petit. Roland Petit qui présente à nouveau son spectacle. Seul changement, le décor. Ces 40 danseurs évoluent maintenant sur le Vieux-Port. Et la première, c'est ce soir. Reportage de la 3 à Marseille. Philippe Brochier et René Pouton. Roland Petit a ouvert l'armoire aux souvenirs et puisé dans le stock pour en extirper le Pink Floyd Ballet. Grâce à une musique spécialement créée pour la circonstance, la première a eu lieu le 22 novembre 1972, salle Valier, avec sur scène le groupe mythique des années 1970. Aujourd'hui, on a bien sûr gardé la musique des Floyds, mais le son est sur bande et il y a plus de 400 projecteurs sur la scène créée dans les eaux du Vieux-Port. Il y a aussi quelques nouveautés techniques inimaginables à l'époque, comme ce mur d'eau. C'est un ballet qui marchait tellement bien, c'est un ballet populaire, les Pink Floyd ont tellement de succès, toujours c'est devenu une musique intemporelle. Bon, moi j'ai eu une espèce de frisson comme si c'était la création à nouveau parce que j'ai plongé dedans et je me suis retrouvé il y a presque 20 ans quand j'ai créé le ballet en 72 avec eux et on a l'impression que c'est un ballet complètement au présent qu'on vient de le faire. Et si l'on souriait pour terminer de toute cette actualité qu'on vous impose chaque jour, souvent grave et sombre, notre déontologie nous l'interdit, mais l'Union des jeunes avocats ne s'en prive pas, on les comprend, ils ont besoin aussi de se détendre. Les affaires avec Urbain Graco, la chancellerie avec Henri Nallet, mais aussi la guerre du Golfe, rien ni personne n'est épargné par ces comédiens amateurs, mais professionnels du mot et de la plaidoirie. Reportage Dominique Poncet et Jean-Jacques Ledeuil. En temps normal, emmitouflés sous leur longue robe noire, ils n'osent que des effets de manche. Mais une semaine par an, ils tiennent à montrer que leur corporation, celle des jeunes avocats, ne manque ni d'humour ni d'impudence. Leurs plumes et leurs verbes, ils les trempent alors dans un vitriol qui n'épargne ni rien ni personne. Cette année, leur revue s'intitule « Qui croit encore au Père Nallet ?» Ce qui nous inspire, c'est de se foutre de gueule de tout le monde, des magistrats, des avocats, du public, des clients, et de prendre tout en dérision. Je veux le bâtonnier, c'est vraiment du gâteau. Je veux le bâtonnier, tel est notre ghetto. Salut, tu plaides bien. Ah, c'est bien pire qu'une plaidoirie, hein, parce que là, il y a les planches, et là, on ne voit personne. Les femmes pleurent quand il ne vient pas. La fin prend les Autrefois, on avait un seul ministre pour la justice, maintenant on en a deux, ce qui fait que dans la revue, on se pose parfois le problème qui est le garde et qui est le sot. Et le très Saint-Père va délivrer et sa bénédiction, Urba et Orbi. Urba et Orbi. J'avoue, j'ai beaucoup ri. Je ne m'attendais pas à ça quand même, parce que je m'attendais à des très grosses maladresses. Au fond, il parle juste. Henri Nallet et Michel Sapin, qui sont évidemment les têtes de turc de cette revue 91, riront-ils d'aussi bon cœur que Michel Galabru? Réponse demain soir minuit. Et une demande d'emploi à titre amical pour conclure. Gardien de but cherche club, nom Belle, prénom Joseph-Antoine, le Gaulle bordelais est au chômage. Fin de cette édition, le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 22h30, soir 3 présenté par Marc Hautement. Et dans quelques secondes, Florence Klein vous parlera du temps qui est un petit peu fou en France. On passe de l'hiver au climat tropical. Elle vous le dira beaucoup plus précisément et mieux que moi tout à l'heure à 20h précisément. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir.